Who's coming? There's some names here I don't even recognize. This is really interesting. They put new features on Zoom. I can even communicate with people who are waiting, even though they are not in the room yet. They are in the waiting room right now. It's because normally I should. Yeah, but what Julie is that? Is that the... Hello. Hello. Comment vas-tu? Comment tu vas, Marco? Ça va et toi? Ça va. Je suis toujours à l'hôpital, mais j'espère en sortir bientôt. Ben, je ne savais pas que tu étais à l'hôpital. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ça fait 6 mois que je suis hospitalisée. Ah bah écoute, personne ne m'en a parlé, donc... Ah merde. Bah, j'ai fait en début août, j'ai fait un choc septique. Ouf. Du coup, j'ai fait 2 mois de réa et je suis toujours à l'hôpital et j'ai eu beaucoup de pépins. J'ai des gros problèmes cardiaques là encore, mais ça se règle. Mhm. Et j'ai dû être amputée des avant-pieds et des bouts de doigts. Oui. Donc, il va falloir. J'ai été amputée à Noël là, donc il faut que je sois rééduquée après. Mais là, je suis toujours en cicatrisation, c'est très long. Mhm. Donc voilà. Donc ouais, très gros pépin de santé là, très gros. Oui, effectivement, mais je te dis, j'en sais absolument rien, moi. Ah mince, je pensais que du coup, comme j'avais disparu de la circulation, Karine t'avait dit, mais j'ai disparu du jour au Non, non, lendemain. non. Oui, comme je ne te voyais plus, je me suis dit, bon, ben, elle est vachement occupée avec les imprimeurs, avec d'autres projets. Parce que Non. dans le même temps, j'ai quasiment pas vu Béranger non plus. Ah peut-être qu'il t'en a pas. Donc, Béranger est au courant. Béranger était au mais il m'en a courant. pas parlé non plus. Donc, Bon. personne ne m'en ne m'en a parlé. Donc, ah ben, je suis vraiment, vraiment désolé d'apprendre ça. Bah écoute, maintenant ça va mieux. Ça va quand même vraiment mieux. Mais j'ai connu des jours noirs là. Je peux le croire, on sent avec même des imputations. Ça, c'est... Ah ben voilà, Karine, je vais la faire entrer aussi. Voilà, je fais entrer les, les gens au compte-gouttes parce qu'on s'était donné rendez-vous 10 minutes avant avec Karine pour voir un peu comment on allait s'organiser. Salut. Je sais pas si... Tu nous entends, Karine? Ouais, Ah, je vous voilà. entends. Hello. Ça y est. Je suis en train d'essayer d'ajuster mon niveau de sortie, mais je crois que j'y arrive pas. Mais ça va, on t'entend, hein? On t'entend bien. Ouais, on t'entend. Ok, ça marche. Ça va rester comme ça, je pense. Mm-hmm. Ok, parfait. Ah, sinon, ça va être compliqué.
Non, mais c'est moi qui essayais de vous avoir sur un autre système, en fait. Ah bon? J'entends mieux avec mon casque, mais là, j'y arrive pas. Et pourquoi ça veut pas monter? Bon. Ça arrive quelquefois, surtout si tu passes d'un système à l'autre. Par exemple, j'ai travaillé avec Prezi Vidéo. Et quand j'étais revenu sur Zoom, la caméra et le micro étaient toujours monopolisés par Prezi Vidéo. Donc, il a fallu que je déconnecte tout le bazar pour revenir sur Zoom après. Oui, j'ai C'est une l'impression que véritable horreur. là, c'est un truc de... En fait, j'ai chouré les écouteurs sans fil de mon fils. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé d'écouteurs qui m'allaient. Il en a eu une paire pour Noël qui s'avère être absolument parfait pour moi. Je lui ai chouré des écouteurs sans fil. Il ne le sait pas encore. Pauvre garçon. Oui. C'est la première fois que j'ai essayé de les utiliser, mais en fait, ça y est. En l'espace d'une heure, d'un seul coup, je suis devenue accro. Et j'arrive à les connecter à mon téléphone, mais pas encore à mon ordinateur. J'y suis presque. Donc, ça, c'est pas très gênant. Hop. Est-ce que tu cours un peu d'inscrits pour ce soir? Écoute, on en avait 38. D'inscrits? Oui. Ah, mais c'est vachement bien. Là, pour l'instant, il y en a 5 dans la salle d'attente. Il y en a d'autres 6, pardon. Il y en a un qui vient d'arriver. Ah, mais c'est Marianne. C'est Marianne qui vient d'arriver. Donc, Marianne, elle peut rentrer. voilà, une 6e qui vient d'arriver. Donc, voilà, je fais rentrer Marianne aussi, donc on y est. Bon, en fait, j'ai fait une présentation Canva que j'ai terminée il y a une demi-heure, parce que pour le moment, c'est la course. Et j'ai suivi la trame dont je t'avais parlé. Donc, à un moment donné, je vais laisser parler. Il y a 1 ou 2 participants, normalement, qui devraient être là. Mais ils sont là déjà. Philippe Singre et Nathalie Coste. Donc, je leur demandais un peu leur témoignage, leur ressenti, etc. Bonjour, Marianne. Coucou. Et puis, après ça, on va parler des ressources et notamment du guide. Donc là, si tu veux parler un peu de la façon dont vous avez travaillé sur l'EPUB. Je ne sais pas si tu veux le présenter ou si tu veux que moi je le présente. Moi, je l'ai ici, il est ouvert dans Thorium, donc à la limite, je peux montrer une fenêtre. Oui, ça va très bien. C'est plus simple plutôt que de partager, non? Comme tu veux. Oui, ou tu peux partager aussi. Les deux, si tu veux. je peux faire les deux. Tant que j'y Écoute, pense, je vais l'ouvrir au cas où, comme ça, ce sera fait. Oui, on ne sait jamais. Surtout que moi, ici, j'ai tellement de trucs, parce que j'ai tout préparé, donc, y compris des démonstrations sur les ressources libres, etc. Il faudrait montrer aux gens après quoi montrer ce qu'ils peuvent récupérer, soit le MOOC entier, des morceaux de MOOC, ou bien des ressources qu'on a créées, etc. Voilà, ils sont tous là. Et je n'ai pas le français de charger, c'est un grand classique chez moi. Tu vois, j'ai bien fait de vérifier. Mais moi, je n'ai que le français, donc à nous deux, on devrait pouvoir y arriver. J'ai aussi un exemple de bouquin qui a été créé par un des participants espagnols aussi. Donc, on peut aussi montrer aux gens, tiens, voilà, un truc qui a été fait par un participant. Ah oui, moi, j'en ai pas des... Enfin, j'en ai. J'en avais téléchargé un comme ça pour voir ce qu'il avait fait. Moi, j'ai les restitutions qui ont été faites par des adultes, là, les CQP qui l'ont fait en TP. Tu as encore invité des gens hier? J'ai vu hier, ouais. Ouais, c'est plus ça un peu. Bah, ouais, oui. Mais c'est mon nouveau. Mais tu sais qu'en vrai, c'est ce que je disais hier soir. Maintenant que j'ai trouvé, alors maintenant qu'il est complètement ouvert, en fait, c'est presque plus facile pour moi de l'utiliser dans mes séquences. Et en fait, c'est canon parce que je fais 45 minutes de cours où je leur explique ce qu'il y a marqué dans le MOOC, hein, globalement. Et après, je leur demande de faire de l'ancrage mémoriel en retournant lire la même chose dans le MOOC et en du coup répondant au questionnaire. Et après, ils reviennent vers moi et je leur demande s'ils ont des questions et on analyse et on continue, tu vois. Donc en fait, j'ai fait, non, je parle plus que ça. Mais en gros, à chaque fois, je fais 1h30, ils font 45 minutes, puis 1h30, puis 45 minutes, puis 1h30, puis 45 minutes. Sur l'EPUB, ça marche trop bien. Je leur ai fait faire EPUB, format et diffusion, distribution. Pour moi, c'est parfait. Et ça fait des bonnes séquences pédagogiques, en fait. Enfin, disons que pour du distanciel, au moins, c'est pas si mal. Parce que tu vois, pour éviter d'être la personne qui parle pendant 7 heures d'affilée. Oui, ça, c'est pas possible. Bah voilà. Moi, c'est ce que je fais aussi. Je coupe avec des activités interactives, etc. Sinon, ça va devenir dingue. Bon, ça y est, je crois qu'il est temps. Là, on va les laisser entrer ou bien on va avoir une émeute. J'aimerais bien, remarque. Oui, c'est vrai. Allez, zou. Je laisse tous entrer. Voilà, ça vient tout d'un coup. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir.
Ouais, un chouette fond d'écran aussi. C'est un truc fait maison, ça, ou c'est importé de... Non, c'est une partie du logo de ma structure. Ok. Alors les autres, je ne sais pas qui est... N'hésitez pas à vous montrer. Mais voilà, Jean-Philippe. Bonsoir, Jean-Philippe. Comment allez-vous? Votre micro n'est pas branché. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je vais voir s'il y a d'autres participants qui veulent entrer. Bonsoir Thierry. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? Parce que je ne vois pas beaucoup de réactions, donc je me dis, Oui. si ça se trouve, je parle tout seul comme un grand. Non, non, on entend parfaitement. Ok, super. Je vais encore attendre quelques minutes parce que vous êtes 38 inscrits normalement. Et là, on est 17 en tout. Donc, ce qui m'étonne, c'est que j'ai une commande qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors oui, s'il vous plaît, si vous avez une caméra, activez-la. C'est quand même plus sympa de se voir. Et... Comme ça, on aura l'impression d'être tous dans la même salle. C'est quand même... Ah ben voilà. C'est pas une obligation, mais c'est quand même plus sympa de voir à qui on a affaire. Là, je vais encore attendre 1 ou 2 minutes pour voir si les autres personnes arrivent. Et puis, on va démarrer au moins avec le programme. Est-ce que tout le monde connaît Zoom? Tout le monde est familier de l'application Zoom? Oui. Oui. C'est oui pour tout le monde ou c'est oui pour la personne qui m'a répondu? Alors, je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Voilà, alors on va commencer si vous voulez bien. Alors, si vous connaissez les commandes Zoom, je ne vais pas perdre de temps à vous montrer comment tout ça fonctionne. Simplement, si vous voulez, il y a l'icône participant avec les 2 petits bonshommes, vous voyez? Là, si vous cliquez dessus, ça va ouvrir normalement une liste de participants à votre droite. Et dans le fond, vous avez des icônes. Notamment, il y a une icône verte avec le signe check. Ça vous permet de me répondre oui sans activer votre micro. Et l'icône juste à côté vous permet de me répondre non. Si jamais je vous demande si vous m'entendez et que aussi moi je perds le son, vous pouvez aussi communiquer avec moi via ces petites icônes. Et alors, vous pouvez aussi communiquer avec moi via la discussion. Donc, il y a une icône en forme de phylactère, donc de bulle de BD. Alors, chez certains, ça s'appelle discussion, chez d'autres, ça s'appelle discuter, chat, voire conversation, mais l'icône est la même, heureusement, c'est l'icône en forme de bulle de BD. Donc, n'hésitez pas,
Si vous voulez intervenir, envoyer un message, poser une question, donner une réflexion, etc., c'est bienvenu. Alors, je vais partager mon écran, comme ça on va pouvoir démarrer avec la présentation. Voilà, vous voyez l'écran avec la présentation? OK. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Vous voyez qu'il y a une longue liste, donc on est là ensemble pour 3h30. Non, je plaisante. Je vous rassure tout de suite. Donc, je voulais juste rappeler que c'est un projet Erasmus. Et sans Erasmus, ce projet n'aurait même pas pu voir le jour. Mais je voudrais dire quand même un petit mot par rapport à l'agence avant d'aller plus loin. Puis je voudrais vous parler un peu des partenaires, du projet, du MOOC, parce que le MOOC n'est qu'une partie du projet. C'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur le MOOC, et en réalité, le MOOC n'est qu'une partie du projet. Vous allez voir qu'il y en a d'autres et qui sont pas mal intéressantes. Je vais vous rappeler un peu ce qu'est la certification européenne que nous pouvons délivrer dans ce MOOC. Et puis, il y a 2 participants qui sont là parmi nous, et ça tombe bien parce qu'il y a une participante qui a participé à la version bêta et un autre qui a participé à la version 2020-2021. Donc, je leur demanderai tout à l'heure s'ils veulent bien témoigner un peu de leur expérience et de tout ce qu'on leur a fait souffrir pendant ces 2 fois 6 semaines. Et puis, après ça, je vais demander à Karine, Marianne, de vous parler un peu du guide, parce que tout au long de ce projet, on a fait un guide qui n'est pas très long, il fait une 30aine de pages, mais il reprend en tout cas notre philosophie de projet, comment on a travaillé, et surtout, il vous donne des pistes sur comment créer et gérer votre propre projet européen, votre propre projet numérique. Et puis ensuite, je vous parlerai aussi des ressources libres, puisque tout ce que nous avons créé dans le cadre de ce MOOC est publié sous licence libre. Donc, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez réutiliser tout ça. Quels sont vos droits d'abord par rapport à ces ressources, et puis aussi où les trouver et comment les recopier, les réutiliser le cas échéant. Et puis, on aura toute l'attitude pour répondre à vos questions s'il y en a. Et puis, n'hésitez pas surtout à nous contacter si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus, ou si éventuellement vous voulez devenir partenaire sur un autre projet ou une traduction de ce projet, pourquoi pas. Alors, je disais d'emblée, c'est un projet cofinancé par le programme Erasmus, mais dire que c'est cofinancé par le programme, c'est insuffisant. Bon, d'abord, c'est vrai que si on n'avait pas eu ce budget, on n'aurait certainement pas eu les moyens de lancer un projet aussi ambitieux. Mais au-delà du budget, je dois dire, moi, j'étais vraiment ravi de la façon dont on est accompagné par l'agence française Erasmus, parce que bon, ça fait quand même des décennies maintenant que je fais des projets pour différentes institutions, et rarement on a été suivi à ce point-là du point de vue pédagogique. En général, quand vous avez un projet, ce que les financeurs vont voir, c'est la page avec les bilans financiers, etc. Ici, vraiment, on a senti qu'il y avait un réel soutien, une réelle attention à nos difficultés. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais on a eu pas mal de difficultés à un moment. Et on a eu vraiment du soutien et du répondant. Et donc, je voulais aussi en profiter pour remercier publiquement l'agence Erasmus France pour son aide. Alors, tout a fonctionné pendant la répétition, et puis maintenant qu'on est en vrai, il y a tout qui déconne. Alors, les partenaires. Alors, comment est né ce projet et comment est née cette collaboration internationale? Alors, il faut savoir que normalement, les projets européens sont des projets de 12, 24 ou 36 mois. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a eu quelques difficultés et donc on a négocié 3 mois de plus avec l'agence. Donc finalement, c'est un projet de 27 mois donc, qui a démarré, si je me souviens bien, en octobre-novembre 2018 et qui se termine fin de cette semaine, donc le 31 janvier 2021. Alors, ces partenaires, d'abord, il y a trois partenaires qui étaient impliqués dans le MOOC 10. Donc, MBCF, c'est notre équipe en France. Les imprimeurs, ils sont représentés en force aujourd'hui, puisqu'il y a Karine, Marianne et Julie qui sont là. Alors, je ne leur fais pas justice avec cette image, parce que vous avez un e-book vraiment basique, alors qu'ils font des livres, et je vous assure, ils font des livres électroniques illustrés qui sont de vraies merveilles. Je vous engage vraiment à aller jeter un coup d'œil sur leur site web.
Et puis, il y a Logopsycom que j'ai représenté ici par un groupe d'enfants, parce que Logopsycom, en dehors des projets européens, est surtout une agence belge spécialisée dans le suivi des enfants qui ont des troubles du langage et d'apprentissage, en particulier des enfants dyspraxiques. Oui, à propos de dyspraxie, j'ai oublié de citer le projet Dyspraxiatech que les imprimeurs ont aussi géré dans le cadre du projet Erasmus. Alors, donc, ces 3 partenaires étaient impliqués dans un MOOC qui s'est terminé en 2018, qui était le MOOC 10, donc sur les troubles du langage. Et puis sont venus s'ajouter à cette équipe de base trois institutions européennes, enfin 3 institutions de 3 pays différents. Hackett, en Grèce. Alors, Hackett, c'est un centre de formation qui avait déjà une très, très longue expérience de l'e-learning. Et puis, BFI, c'est un des plus gros centres de formation professionnelle en Autriche. Et c'est un centre qui propose des formations aussi bien en cuisine qu'en nettoyage ou en technologie de pointe, etc. Et donc, au niveau pédagogique, ils ont eu vraiment un apport essentiel dans le cadre de ce MOOC. Et puis, CEPS, c'est une association de formation permanente à Barcelone et qui, eux aussi, ont déjà fait un MOOC auparavant et qui ont aussi une très, très longue expérience d'accompagnement de publics fragilisés, etc. Et donc, eux aussi avaient une expertise vraiment intéressante pour le projet. Je dis que c'est un projet dans lequel la collaboration était vraiment un maître mot. Alors, j'ai repris l'objectif du MOOC, mais en fait, l'objectif de l'ensemble du projet, c'était quoi? C'était de démystifier certaines technologies dont on parle beaucoup dans les médias, mais quand on en parle avec des enseignants, avec des formateurs, avec des responsables de formation en entreprise, etc., ils ont toujours l'impression que ce sont des technologies inaccessibles ou que ce n'est pas pour demain. En tout cas, ce n'est pas pour demain chez moi. Et en fait, nous, ce qu'on voulait montrer, c'est que si, de plus en plus, certaines de ces technologies, que ce soit l'EPUB, que ce soit la réalité augmentée, la vidéo 3D, toutes ces technologies sont de plus en plus abordables. Alors, il y a des gradations. C'est clair que la réalité virtuelle, par exemple, est moins abordable, même financièrement et techniquement, que l'EPUB ou la réalité, que la vidéo interactive. Alors, ces technologies, quelles sont-elles? Donc, j'en ai parlé déjà, l'EPUB 3. Donc là, les personnes des imprimeurs en parleront beaucoup mieux que moi, mais c'est un format de livre électronique. L'imprimé augmenté. Alors, l'imprimé augmenté, jusqu'à il y a quelques années, c'était surtout du QR code. Aujourd'hui, on a des techniques et des applications qui peuvent reconnaître n'importe quel texte ou n'importe quelle image et à partir d'un manuel scolaire, par exemple, vous envoyer vers un site web, vers une vidéo interactive, vers une séquence de réalité virtuelle. La vidéo interactive, c'est un des médias les plus abordables et pour moi, je pense que c'est un média extraordinaire pour les écoles et les instituts de formation parce que ça permet de rendre la vidéo justement interactive et donc de transformer un média hyper passif en quelque chose d'interactif et avec lequel on va pouvoir apprendre, on va pouvoir se tester au fur et à mesure. Et donc, vidéo interactive, ça veut dire à la fois des vidéos dans lesquelles on peut intégrer des quiz, dans lesquelles on peut intégrer des annotations, etc., mais aussi des vidéos qui se proposent sous forme de scénarios souples, de scénarios qui s'adaptent à leurs apprenants. Et donc, selon les réponses que vous allez vous donner, le scénario va vous présenter des médias ou des réponses différentes, un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Alors, la vidéo immersive, c'était la partie dont j'étais chargé plus personnellement. Et c'est par exemple ce qui nous permet, avec une caméra avec 2 lentilles, de créer des visites virtuelles, donc, qui sont vraiment très à la mode en ce moment dans les musées. Vous aurez compris pourquoi, puisque les visites sont quand même très limitées. Et puis la réalité augmentée, je pense que c'est une des technologies qui va faire son entrée massive dans les écoles dans peu de temps, parce que c'est finalement très peu cher, contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec un smartphone de gamme moyenne et des applications gratuites, on peut déjà créer des choses extraordinaires. Et ça permet effectivement de superposer des informations à des images du monde réel. Je vois par exemple en Angleterre, certains collèges de formation professionnelle utilisent abondamment la réalité augmentée pour former des apprentis maçons, par exemple. Alors, il y a une personne qui veut entrer, voilà. Et enfin, la réalité virtuelle, donc qui était l'objet de la 6e semaine du MOOC, donc qui là vous immerge carrément dans un monde avec lequel vous pouvez interagir. Dans la vidéo immersive,
on peut visiter un endroit, mais on n'a pas d'interaction avec cet endroit, tandis que dans la réalité virtuelle, eh bien, on peut interagir avec le monde virtuel qui vous entoure. Et une partie de la réalité virtuelle est en fait créée sur base de ces vidéos immersives. Alors, je vous ai dit, le MOOC est une des ressources, mais il y en a d'autres. Donc, effectivement, on vous a proposé le MOOC, mais on vous propose aussi des batteries d'outils. Et notamment, Marianne a travaillé sur toute une série d'infographies qui présentent les outils utiles pour réaliser certaines choses. Nous vous proposons aussi des modèles réutilisables. Donc, pour chacune des technologies, nous avons créé au moins 3 modèles, donc 3 applications de réalité augmentée, 3 applications de réalité virtuelle, etc., que vous pouvez récupérer, que vous pouvez utiliser dans vos cours, dans vos entreprises, mais aussi pour certains que vous pouvez modifier. Alors, pour les autres, ce n'est pas évident de les modifier parce qu'il faut le matériel, le code, etc., mais certains sont modifiables, je ne vais pas dire très aisément, mais en tout cas avec moins de technologie et moins de formation préalable. Des fiches explicatives. Donc, pour chacun des modèles, nous avons rédigé des fiches qui vous montrent pas à pas comment le modèle a été réalisé, qui vous donnent aussi toute une série d'informations sur les outils qui ont été utilisés, le prix de la réalisation de ces modèles, etc. Donc, vraiment des fiches très complètes qui vous permettent de repartir de ce modèle et d'en faire peut-être autre chose, mais avec des lignes directrices très précises. Alors, le guide, on le présentera en détail tout à l'heure, mais le guide, c'est vraiment un résumé de la méthodologie que nous avons utilisée pour ce MOOC, des outils que nous avons utilisés, et puis aussi de la façon dont vous allez pouvoir récupérer le MOOC entier, des parties du MOOC, ou bien certaines ressources que nous avons créées. Et puis enfin, il y a toute une série de ressources libres. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on a produit dans le cadre de ce MOOC est publié sous licence Creative Commons, et donc vous avez tout à fait le droit de les récupérer, de les modifier, de les redistribuer. J'espère que je ne vais pas trop vite, parce que moi, je suis là-dedans jusqu'aux yeux depuis 2 ans, 2 ans et demi, donc j'en parle et j'ai l'impression parfois que tout le monde le sait, mais de grâce, si je vais trop vite ou si quelque chose ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Je vois qu'il y a justement quelque chose dans le chat. OK, on suit. OK, parfait. Alors l'organisation du projet, en fait, l'organisation, on a essayé au maximum, c'était d'ailleurs l'organisation qu'on avait déjà utilisée en gros dans le MOOC 10, dans le MOOC précédent, c'est que plutôt que d'avoir une seule coordination, c'est d'essayer d'avoir des coordinations transversales et des coordinations pour chaque dimension du projet. Et donc, par exemple, pour notre part, nous nous sommes occupés de la vidéo immersive. Donc, chacun des partenaires s'est occupé d'une technologie, d'un aspect du projet, donc d'une des ressources et aussi de certains aspects du projet. Donc, nous, notre technologie, c'est la vidéo immersive. La ressource dont on s'occupait plus précisément, c'est le MOOC par lui-même, donc la plateforme, etc. Et puis la coordination générale du projet, c'est-à-dire la coordination, la planification des réunions, etc. Et aussi toute la partie financière du projet. Les imprimeurs se sont occupés de l'EPUB, qui est quasiment leur média naturel. Donc, ils se sont occupés aussi des boîtes à outils et puis de la gestion de la qualité et l'évaluation du fonctionnement du MOOC. Puisque dans les projets européens, on vous demande de faire une évaluation constante, progressive de ce qui se passe dans le projet. Et puis BFI, nos partenaires autrichiens, se sont occupés de la vidéo interactive. Ils se sont occupés de la coordination du guide, mais la mise en page a été faite par les imprimeurs et la relecture a été faite par l'ensemble des partenaires. Il faut aussi préciser peut-être que notre langue de travail, c'était l'anglais, et que chacun des partenaires, par la suite, a traduit et adapté ces contenus en anglais dans les langues nationales. Alors, ils se sont occupés aussi de la qualification européenne, j'en reparlerai tout à l'heure plus en détail. Hackett s'est occupé, lui, de l'imprimé augmenté, de l'exploitation, c'est-à-dire comment va-t-on faire pour que les ressources soient récupérables et utilisables par d'autres. Et donc, ils se sont occupés aussi des ressources libres. Et puis, CEPS a été responsable de la réalité augmentée, a été responsable aussi de la coordination des modèles et de la présence digitale. Donc, ce sont eux qui ont créé le site web, qui ont créé la chaîne YouTube, etc. Et puis, le GOPSICOM, lui, a traité tout ce qui était réalité virtuelle, la dissémination, c'est-à-dire la communication vers l'extérieur en jargon européen,
et puis sur la rédaction des fiches explicatives. Alors, c'est dommage que Laetitia ne soit pas là aujourd'hui, elle n'a pas pu se libérer pour aujourd'hui, mais en tout cas, elle a fait aussi un boulot extraordinaire en matière de coordination, de relecture, d'édition, etc. Enfin, je pense qu'on peut féliciter tous les partenaires dans leur action de coordination, dans leur action de création et aussi, surtout dans la communication. Il faut dire aussi que dans ce projet, normalement, il y avait 5 réunions transnationales qui étaient prévues. Une à Paris, une à Barcelone, une à Linz, une en Grèce, et puis retour à Paris en fin de projet. On a pu faire les 3 premières, et puis le Covid a fait son apparition, et donc on a travaillé sur Zoom. Et au lieu d'avoir 3 nouvelles réunions transnationales, en fait, on en a eu, je pense, 5, dont des réunions techniques qui nous ont permis aussi d'ajuster les choses et surtout de régler certains problèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des problèmes techniques. À un moment donné, on avait choisi une plateforme qui s'est révélée tout à fait inadaptée à nos besoins. On a perdu du temps. Moi, je suis tombé malade pendant un bon moment et donc là aussi, on a perdu du temps. Donc, les équipes se demandaient est-ce que le projet va continuer ou pas, etc. Et finalement, on a réglé tout ça en collaboration avec l'agence qui nous a dit bah, écoutez, prenez 3 mois de plus. Nous, on n'a aucun problème si vous demandez la prolongation du projet. On voit que vous bossez, on n'a aucune raison de vous le refuser. Donc, on a pu effectivement se retourner et finalement remettre le projet sur les rails. La version que vous avez, et si je dis 2 versions du MOOC, en fait, il y a eu 2 versions qui ont été présentées au public. Et en réalité, ce qui a été présenté au public lors de la version bêta, c'était déjà la 3e version de la structure du MOOC. On était parti avec une idée quand on était à Paris. À Linz, en Autriche, on avait complètement revu la structure du MOOC. Et puis, quelques mois plus tard, on a de nouveau tout changé et on est passé de 5 semaines à 6 semaines. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait travaillé beaucoup plus qu'on avait prévu. Donc, on a été hyper productifs sur ce projet. D'ailleurs, les participants pourront vous le dire que ce n'était pas la matière qui manquait. Et donc, on a décidé d'étaler sur 6 semaines au lieu de 5. Et je pense que c'était déjà même 6 semaines, ça restait un marathon de 6 semaines. Et on a aussi revu entièrement la façon dont on a distribué les technologies. Et donc, on a commencé par l'ePub et on a terminé par la réalité virtuelle. Mais ça, c'était déjà la 3e version. Et puis, il y a eu 2 versions publiques, c'est-à-dire des versions qu'on a proposées à des participants. Une version bêta. On s'attendait, si on avait beaucoup de chance, à avoir 50 personnes. On en a eu 313. Alors déjà, merci à ces 313 personnes qui nous ont fait un feedback, mais vraiment très précis. On a été très frappés par le professionnalisme de certains de ces participants qui venaient avec des captures d'écran en me disant mais à tel endroit, là, il y a une faute d'orthographe, ou bien on ne comprend pas bien la formulation, tel quiz ne fonctionne pas, etc. Ce qui fait que la 2e version, donc cette version bêta a démarré en septembre, et la 2e version qui a été proposée en décembre était nettement meilleure que la version de base. Donc, un bon conseil, si vous avez la chance, comme nous, d'avoir un peu de temps et d'avoir du public, faites une version bêta et vous allez voir que vous allez gagner des semaines, voire des mois de travail parce que vous allez avoir le regard de Candide ou le regard de spécialistes qui vont vous mettre le doigt là où ça fait mal. Et il y a des endroits où ça faisait vraiment mal. Alors, ces 6 semaines, donc c'était 6 semaines, une technologie par semaine, plus en parallèle une série de modules sur le développement de projet, donc la conception de projet, la préparation, la conception des supports, la mise en ligne, la distribution, la promotion, etc. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 langues, puisque notre langue de travail, c'était l'anglais, mais après, il a fallu tout retraduire. Et là, on s'est aperçu déjà qu'on avait beaucoup plus de matière que prévu. Donc, il a fallu tout retraduire dans chacune des langues. Et quand je dis traduire, ce n'est pas tout à fait exact, parce que pour certaines choses, il a fallu vraiment adapter d'une langue à l'autre. Ce n'était pas forcément évident. Ce n'était pas forcément évident non plus de retrouver les mêmes ressources dans toutes les langues. Il y a des ressources qu'on a laissées en anglais parce qu'on n'a pas trouvé l'équivalent en français. Et malheureusement, certaines vidéos, on aurait bien voulu les traduire, mais on n'avait pas les droits de traduction. Et donc, ça, c'est aussi un problème dont il faut tenir compte quand on est sur un projet de ce type-là, c'est que parfois, vous avez des matériaux extrêmement intéressants, mais les droits d'auteur sont bloqués. Et, vous vous retrouvez parfois avec un problème sur lequel vous ne pouvez pas grand-chose finalement, à part peut-être refaire la vidéo de zéro. Alors, c'est un MOOC gamifié, et on va y revenir tout à l'heure.
C'est un MOOC dans lequel on gagne des points à chaque activité. Il y a des badges qui sont aussi décernés par rapport aux technologies. Donc, quand vous avez terminé, il y a plusieurs parcours. Je vais vous montrer ça. Je pense que le plus simple, ce serait de vous le montrer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on était surpris par le nombre d'inscrits parce que déjà, dans la version bêta, on était 313 en français. On était 118 sur la première version et 186 sur la seconde. Et donc, nous, on comptait sur un total de 500. Et puis, finalement, aujourd'hui, on est 641. On est même 642 parce que le total date de ce matin. Et cet après-midi, il y a encore une nouvelle inscription. Donc, je précisais tout à l'heure quelles sont les limites du MOOC. Alors, la certification, je vous ai dit, il y a une certification européenne. Et effectivement, ça, c'était le travail de nos partenaires autrichiens. Donc, on a mis en place 4 parcours d'apprentissage différents sur ce même MOOC. Et donc, les personnes qui étaient uniquement intéressées par le monde du livre, par exemple, pouvaient ne faire que le parcours EPUB et imprimé augmenté. Et donc, ne suivre que les 2 premières semaines du MOOC. Quand je dis que les 2, il y avait déjà de quoi bien s'occuper. Et puis, à la fin de ce parcours, elles reçoivent le badge EPUB imprimé augmenté. Même chose pour le parcours vidéo immersive et interactive, même chose pour réalité virtuelle et augmentée. Et puis, un badge pour la maîtrise des 6 technologies, pour les courageux, les gros gourmands qui ont tout avalé en 6 semaines ou un peu plus. Mais en plus du badge pour cette maîtrise des 6 technologies, il y a une certification européenne. Alors, cette certification européenne, c'est ce qu'on appelle les EGVET. Et en fait, les EGVET, ce sont des points de formation professionnelle. Donc, c'est une norme européenne. Et le parcours complet vaut 1 point EGVET. Alors, 25 heures de formation. Moi, je pense qu'en réalité, on tourne plutôt autour des 35-40 heures. Mais en tout cas, on a voulu, nous, officialiser au moins 1 point. Alors, ces points sont cumulables. C'est-à-dire que si vous avez 1 point chez nous et puis que vous avez 1 point ou 2 points ailleurs dans un MOOC ou dans un autre cours en ligne ou pas en ligne d'ailleurs, ces points peuvent être cumulés et peuvent être valorisés dans une certification professionnelle reconnue par l'Europe. Donc, si ça vous intéresse, après le webinaire, pas aujourd'hui, mais probablement demain ou après-demain, je vous enverrai un email avec la présentation, l'enregistrement vidéo et les liens qui renvoient vers les différents médias, les différents sites qu'on aura utilisés aujourd'hui. Je vous enverrai aussi un lien vers la page européenne sur les points EGVET. Et donc maintenant, je vais arrêter de parler un peu. Je vais demander à nos participants qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment l'ont-ils ressenti. Et puis, Nathalie, tu veux peut-être commencer, comme tu étais dans la version bêta. Je vais peut-être arrêter de Oui, je veux partager bien. l'écran Vous comme ça. m'entendez? Oui, moi je t'entends en tout cas. Les autres, je ne sais pas. Apparemment, oui. Oui, ok. Alors moi, je me suis lancée dans cette expérience parce que j'avais eu le plaisir de participer au MOOC 10, mais j'étais vraiment novice de chez novice sur toutes les technologies qui étaient présentées, si ce n'est en tant qu'utilisatrice des livres, des tablettes de lecture. Mais sinon, c'était vraiment une découverte. Voilà, et l'accompagnement dont on a bénéficié m'a vraiment permis d'acquérir quelques petites compétences. Alors, je pense qu'il va falloir pratiquer pour obtenir un petit peu plus d'aisance. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Je visualise des choses que je vais pouvoir réinvestir dans ma pratique professionnelle ou dans ma pratique de loisirs pour d'autres aspects. Voilà, donc… Ok, est-ce que ça correspondait à tes attentes ou est-ce que tu as été un peu étonné de voir justement cette organisation en parcours différencié? Non, ça m'a pas. J'ai fait tous les parcours, hein. Mhm. Je suis assez goulue de formation, donc j'ai fait tous les parcours. En plus, bon, je disposais du temps à ce moment-là, heureusement, parce que j'aurais sûrement eu moins de temps sur la version qui a démarré après. Non, non, l'organisation me paraissait cohérente. Il y avait le fil conducteur en plus du projet qui traversait toutes les techniques, enfin tous les modules. Donc, ça m'a paru assez fluide. Ok, je dois dire aussi que Nathalie est une des bêta-testeuses performantes dont je parlais tout à l'heure, qui nous a fait énormément de retours aussi sur des choses qui n'a. Ben, merci, je veux te remercier publiquement parce qu'effectivement, Merci. ça nous a rendu un sacré service. Il y avait aussi Yannick qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui non plus.
donc, qui est un des participants du Canada et qui nous a aussi beaucoup aidé justement dans ses retours, dans ses feedbacks sur ce qui fonctionnait ou pas. Jean-Philippe Singre, vous avez participé à la deuxième version, celle qui a bénéficié des apports de Nathalie et des autres participants bêta-testeurs. Alors, quel est votre ressenti par rapport à ce MOOC? Oui, bonsoir. Alors, effectivement, ben, j'étais très, très enchanté de travailler avec toutes ces informations. C'est hyper riche, très dense. J'ai été trop gourmand. Je n'ai pas pu tout tester encore. Je crois que je ne pourrai pas finir en temps pour pouvoir avoir les certifications. Je ne suis pas un fanat de badge et autres, mais j'avais envie d'aller très loin dans tout ce qui était proposé. C'était vraiment un gâteau énorme. Donc, je suis très content. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce type de MOOC, c'est le retour rapide et même ultra rapide des documents déposés, enfin des postes déposés. Et surtout, ça m'a conforté dans ma vision de tout ce qui est numérique et vidéo, etc. Parce que dans un questionnaire, on demande si notre structure accepte bien ce genre de modification, ce changement, et visiblement, pour un certain nombre de dirigeants, ce n'est pas du tout une évidence. Oui, mais ça, effectivement, c'est une culture numérique qui va devoir s'imposer petit à petit. Donc, quand on est tout seul à parler dans le désert, c'est pas toujours évident. Pas évident, effectivement. Donc là, ça m'a vraiment rassuré, conforté, et puis ça donne envie d'aller encore plus loin. Donc là, effectivement, oui, la version bêta est très fluide, très sympathique. Voilà. Et plus je gratte, plus je trouve des choses. Mais ce retour rapide, c'était vraiment un de nos objectifs parce que, bon, déjà, on a choisi la plateforme Post-Networking parce que c'est un réseau social d'apprentissage plutôt qu'un LMS classique. Et donc, ça permet déjà beaucoup d'échanges entre les participants, etc. Et le retour rapide par rapport aux travaux et par rapport au statut, donc les billets dont on parlait juste ici, sont en fait des statuts qui sont comparables à ceux de Facebook. Donc, en fait, tout le monde peut publier dans ce MOOC. Donc, il y a les formateurs qui ont publié, mais chaque participant peut publier et peut même créer son propre cours. Et c'est clair qu'on a des participants qui ont vraiment amené énormément de choses. Donc, je pense qu'il y a notre apport tout au long de ce projet, mais il y a aussi l'apport des participants qui est primordial. Et ça me permet de dire aussi que pour nous, ce qui est intéressant aussi, ce qui est vraiment primordial, c'est qu'à un moment donné, les participants se sentent dans une communauté d'apprentissage et que personne ne se sente isolé derrière son écran et que s'il y a un appel au secours, ben, ils soient entendus tout de suite. Mais il y a aussi un espace d'expression qui est important. Donc même si on n'est pas toujours d'accord avec les autres, mais au moins qu'on en discute et qu'on compare les points de vue, les expériences, etc., ça me paraît vraiment très riche aussi. Et ce type de plateforme nous a permis de le faire. Et les participants ont joué le jeu. Ça, c'est vraiment, vraiment très agréable. J'ai regardé Alors ici, c'est vrai qu'on parle surtout du MOOC version francophone. Mais alors, c'est très, très bizarre parce que dans la version bêta, par exemple, dans le MOOC espagnol, il ne se passait absolument rien. C'était comme si... alors, il y avait des inscrits, mais on ne voyait pas d'activité, on ne voyait pas de billets. On était vraiment très inquiets. Et pour la deuxième session, là, ça a explosé. Je ne sais pas, on en discutait avec les partenaires, on dit oui, mais la première a coïncidé un peu avec la rentrée scolaire difficile en Espagne. Bon, c'est le moment où le Covid a explosé en Espagne, donc je pense que les gens n'étaient pas du tout à ça. Et ici, en décembre, le taux de participation, le nombre de billets, le nombre de badges récoltés a explosé à la fois chez les Espagnols et chez les Grecs, alors que dans les deux cas, dans la version bêta, c'était quasiment la belle au bois dormant. Zut, on a travaillé pour rien. Et puis, sinon, ça a vraiment explosé dans la deuxième session, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, je déteste travailler pour rien. Déjà, travailler, ce n'est pas trop mon truc, mais alors travailler pour rien...
Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce MOOC, à ce déroulement jusqu'à présent, à la façon dont on a réglé nos problèmes, etc. Non, pas de questions. Non? Ok, mais alors je vais peut-être céder la parole à Karine et à Marianne, donc, qui ont mis en place. Donc, en fait, ce guide, comme je disais tout à l'heure, il a été coordonné par l'équipe autrichienne, mais c'est vraiment un travail collaboratif là aussi, puisque chaque partenaire a écrit une partie. Et les imprimeurs ont mis en page les 5 ouvrages. Chapeau à eux aussi d'avoir mis ça en page, non seulement en français, mais aussi en anglais, en allemand, en espagnol, en grec, et j'en oublie un, je ne sais plus. Mais en tout cas, 5 langues, dont le grec. Donc chapeau d'avoir réussi cet exploit. Est-ce que tu as la version française, Karine? Ou tu veux que moi je la partage? Non, non, je peux la partager, pas de souci. Ok. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, effectivement, alors sur cette. Donc, nous, effectivement, fabriquer des EPUB, on aime ça. On en fait régulièrement. Et puis, on essaye les différentes technologies. On a un vrai. On est vraiment convaincu que ce format du livre numérique permet une diffusion des contenus de façon simplifiée, résout des problèmes d'accès au contenu via des téléchargements, que ça permet de se passer des problèmes de papier, d'imprimante, de print, d'envoi de contenu de par le monde. Donc, on a une vraie... on est très investi en tout cas dans la diffusion et l'adoption de ce format, sur lequel on a beaucoup d'espoir et d'ambition, qui est déjà très développé, mais dont on aimerait bien que l'adoption dans le secteur de l'éducation soit mise en place de plus en plus systématiquement, en tout cas. Alors, le confinement a d'un seul coup eu un effet extrêmement appréciable sur sa prise en main. En tout cas, c'est le cas en France. Je suppose que c'est le cas aussi dans de nombreux pays. C'est que voilà, d'un seul coup, les enseignants, les formateurs ont découvert ce format comme un moyen de transférer des données ou d'accéder à des ouvrages qui, jusqu'à présent, étaient peu ou pas disponibles. Et la plupart des éditeurs ont aussi ouvert leurs ressources de façon beaucoup plus libre pour pouvoir s'adresser à leur public. Donc, en fait, on a décidé de faire ce format. Alors, quand on travaille sur le format EPUB, on a toujours différents types de contraintes à choisir. Dans le cadre de ce projet, on a choisi de faire un EPUB reflowable. Alors, un EPUB reflowable, il est un peu plus léger. Alors, est-ce que celui-ci? Est-ce que c'est bon sur le livre? Oui. Ok, très bien. Sur l'EPUB reflowable, on a une maquette qui est un tout petit peu plus simplifiée que ce qu'on aurait pu faire sur des EPUB fixed layout. L'avantage, c'est que son poids est un peu plus léger, hein, et puis surtout qu'il est disponible de façon il est plus interopérable. On va pouvoir l'ouvrir sur beaucoup plus de machines. En tout cas, on a moins à se poser la question de l'accès, et celui-ci est simplifié. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Ça nous permettra aussi de le diffuser plus massivement sur des plateformes de téléchargement comme Apple Bookstore ou le Google Play Bookstore, ce qui permettra à des personnes qui font des recherches un peu plus ouvertes de tomber en fait aussi sur ces ressources en Creative Commons. Donc, voilà, c'est le choix qu'on a fait d'export. Et dans ce guide, on va retrouver alors une présentation rapide du projet, mais différents chapitres qui vont permettre en fait à la fois de comprendre l'objectif de ce projet, mais aussi l'objectif de ce guide qui est plus spécifiquement, s'adresse plus spécifiquement en fait à la mise en œuvre de ce MOOC, c'est-à-dire la façon dont vous allez pouvoir l'utiliser pour accompagner une formation, mettre en place une formation, créer un module spécifique par rapport à un ensemble de formations que vous pourriez avoir à proposer à différents publics et à différents niveaux d'études.
Donc, ce guide présente le projet, présente le public cible auquel il s'adresse. Vous retrouverez à l'intérieur différents graphiques qui peuvent vous permettre de comprendre un peu mieux la pédagogie qu'on a utilisée sur la construction du MOOC, mais aussi une explication sur les différents parcours et technologies qui sont proposées sur la plateforme SEN. Ce qui vous permet assez rapidement de comprendre, ou en tout cas d'essayer de comprendre comment insérer les ressources produites dans vos propres programmes de formation. Le principe de ce projet était effectivement de produire un MOOC, mais aussi de proposer des ressources qui peuvent être intégrées individuellement ou par système de modules dans des formations beaucoup plus vastes. C'est un peu le concept de produire des contenus en Creative Commons. C'est qu'en fait, ces derniers peuvent parfaitement... On n'est pas obligé d'utiliser ce MOOC dans son intégralité. Il peut y avoir une réutilisation sous forme de capsules des différents contenus qui ont été produits. Ensuite, un focus sur l'approche pédagogique spécifique des MOOC, le micro-apprentissage et les objectifs pédagogiques qui peuvent être associés. Et puis, des propositions d'intégration du MOOC dans les différents programmes de formation avec un focus un peu plus spécifique sur la façon dont vous pouvez directement soit le réutiliser dans un autre MOOC sur la même plateforme, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un côté un peu tutoriel pour vous accompagner dans l'utilisation d'un cours ou d'une tâche d'un cours, c'est-à-dire que vous pouvez venir réintégrer, par exemple, la partie sur la réalité augmentée sur une formation que vous êtes en train de proposer. Je vais le montrer après, parce que c'est ce que j'ai fait, justement, et donc je montrerai tout à l'heure. Alors voilà, donc vous verrez voir ça. Donc il y a ce guide qui peut vous accompagner. Il y aura effectivement la vidéo sur laquelle on est en train de parler, mais si jamais vous avez besoin un moment de vous retrouver là-dedans, il y a ça. L'adresse de la chaîne du projet, les différents génialiers qui ont été réalisés. En tout cas, il y a un côté un peu voilà, partage pédagogique dans ce guide. Et c'est ce qui a, enfin, c'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire sur ce guide-là. Ok, merci Karine. Donc ce livre est au format EPUB 3, mais il peut être téléchargé. Donc on va vous donner les liens. Il va être mis aussi sur le site. Donc on a un site web en 5 langues d'IMPA Project. Et ce livre sera mis comme toutes les autres ressources, il sera disponible sur le site et dans le MOOC. Donc, ça vous permet effectivement de récupérer les ressources à différents endroits. Alors, il y avait une question aussi que je trouvais intéressante. Malheureusement, je n'ai pas encore la réponse. Donc, Jean-Yves Maillefer me demandait si on a déjà un rapport sur la complétude du cours et le système de récompense a été un élément important. Alors, on n'a pas encore terminé, le MOOC se termine dimanche. Et donc, on verra après dimanche les statistiques. On va voir qui a terminé le MOOC et qui a terminé tel et tel parcours. Et puis, on va voir aussi par rapport aux badges qui ont été distribués. En fait, il y a 3 types de badges qui ont été distribués. Il y a même 4 types, parce que pour les participants du MOOC version bêta, on a fait un badge spécial bêta-testeur, aussi pour les reconnaître, pour les remercier de leur rapport. Et puis, il y a les badges qui sont distribués par le système. Par exemple, si quelqu'un publie un billet et que ce billet reçoit énormément de commentaires, de likes, etc., il peut devenir le billet de la semaine et donc le système attribue automatiquement un badge. Et puis, il y a les badges qui sont créés et délivrés par les formateurs. Donc, par exemple, ça peut être un badge de penseur critique, un badge de penseur créatif pour quelqu'un qui a trouvé une solution originelle. Et puis, moi, j'ai fait aussi des badges, par exemple, pour récompenser des personnes qui ont été particulièrement bienveillantes ou qui ont aidé d'autres personnes à entrer dans le MOOC ou à se dépatouiller quand ils avaient un problème technique ou un problème de connexion, ça peut arriver. Et puis, le dernier type de badge, c'est le badge que vous recevez quand vous avez terminé un parcours. Donc ici, je vous l'ai dit, il y a 4 parcours d'apprentissage. Et pour chaque parcours, vous pouvez avoir un badge différent. L'expérience me dit que le système de badge, le système de gamification, a un effet positif en règle générale sur le niveau de complétude, ça me paraît clair. Dans le MOOC 10, j'ai vu parfois des gens qui sont partis en vrille. Je ne vois pas d'autres mots parce qu'ils se sont remis à republier 25 fois le même truc
pour avoir les points liés à la publication d'un article, par exemple. Et l'objectif, c'était clairement de gagner des points. Donc là, il a fallu recadrer en disant, vous savez, vous êtes ici pour apprendre, vous n'êtes pas ici pour faire 25 000 points. Bon. Je n'ai pas du tout aperçu ce genre de choses dans ce MOOC-ci. Je n'ai vu aucune personne qui fait des faux commentaires, vous savez, un commentaire qui fait plus de 15 mots et on le recopie à chaque BIA. C'était très intéressant, merci, machin. Je n'ai vu aucun de ces phénomènes-là dans ce MOOC-ci. Donc, on verra aussi à la fin, quand on va tirer toutes les statistiques, puisque pour l'agence Erasmus, on doit tirer toute une série de stats. Et comme on l'avait fait pour le MOOC 10, tout ça, on va le publier aussi, on le mettra sur différents sites web. Et on fera effectivement un rapport et on essaiera d'en tirer les conclusions. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de dérive, comme on a pu l'observer dans d'autres cours, où les gens se prennent vraiment de passion pour le système gamifié et en oublient qu'ils sont là pour un apprentissage. Ceci dit, ça peut arriver aussi aux formateurs, d'oublier que les gens sont là pour l'apprentissage. Donc, il ne faut pas toujours jeter la pierre aux apprenants. Donc, il y a de véritables dérives possibles dans les systèmes de gamification. Il faut voir, par exemple, ce que le gouvernement chinois en fait, donc ce système de crédit social. Alors, les ressources libres, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce guide, par rapport à ce MOOC? C'était clair ou c'est parce qu'on vous a déjà anesthésié après 40 minutes? Bon, pas de réponse, donc je ne saurais jamais si c'était parce que c'était clair ou si c'était parce que j'ai anesthésié tout le monde. Mais bon, apparemment, il n'y a tout simplement pas de questions. Alors, on parlait de ressources libres. Je voulais vous montrer justement par rapport à ça un exemple de ressources du MOOC que j'ai déjà réutilisé. Alors, je voudrais bien arriver dans un truc. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ici, avec droit d'auteur. Vous voyez ça? On voit, on voit. Oui, alors là, vous êtes dans le MOOC. Vous êtes dans le MOOC français, donc vous voyez droit d'auteur. Voilà. Et puis, une petite présentation que j'avais faite avec Genially. C'est une présentation de type vidéo qui se déroule toute seule. L'essence du droit d'auteur moderne avec Shakespeare qui s'est fait piquer toutes ses pièces sans jamais recevoir un centime, ni un penny. Et puis d'autres sous-chapitres sur la licence Creative Commons, etc. Et donc tout ça, c'est dans le MOOC d'IMPA version francophone. Et puis, Madame Ombrun, qui est là, est la directrice d'un réseau scolaire. Et dans ce réseau scolaire, j'ai donné pas mal de cours cette année, je continue d'ailleurs. Et là, vous voyez un autre cours qui s'appelle Clé pour la scénarisation. Vous voyez ça sur votre écran? Oui, confirmez. Alors, si vous regardez ici, il y a le droit d'auteur. Voilà. Et en fait, c'est exactement la même section. Simplement, ici, on a formé des e-référents et des technopédagogues, donc des personnes qui vont effectivement accompagner les enseignants dans leur parcours et dans la digitalisation de leurs cours. Et une des premières questions qui s'est posée, c'est qu'est-ce que je peux faire avec des images, machin. Et je me suis dit, on a un chapitre sur le droit d'auteur dans le MOOC 10, donc je l'ai récupéré. Et je vous montrerai après comment j'ai fait pour le récupérer sur la plateforme. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis effectivement un petit encadré avec le fait que c'est un MOOC sur les technologies. Vous pouvez le consulter gratuitement en vous inscrivant ici. Donc, le lien renvoie en fait vers la page du MOOC d'IMPA en français. Et puis, il est publié sous licence Creative Commons 4.0 international by SA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Creative Commons 4.0 international, c'est parce que dans les licences Creative Commons, donc ces licences permettent à des producteurs, à des auteurs, de renoncer à certains de leurs droits d'auteur. Et c'est ce que nous avons fait pour les ressources du MOOC d'IMPA. Donc, vous pouvez toutes ces ressources, donc ces parties de cours, c'est le MOOC complet. On peut même imaginer que vous récupériez le MOOC complet pour vos écoles, pour vos associations, etc. Et donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est de citer le nom du MOOC et de placer un lien qui renvoie soit vers le MOOC, soit vers notre site web. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors ici, pour ajouter cette partie, donc, il y a une partie réalité augmentée. Alors, vous allez voir que dans cette partie réalité augmentée, il y a un petit signal attention. Pourquoi? Parce que c'est une partie du MOOC que j'ai intégrée dans ce cours, parce que certains des participants, mais pas tous, étaient intéressés par la réalité augmentée. Et donc, j'ai simplement
intégrer dans ce cours la partie sur la réalité augmentée avec de nouveau un lien, etc. Mais en précisant bien que cette section est facultative. Donc, ça veut dire que ça donne une très, très grande souplesse à vos formations, puisque tout ça est construit sous forme de modules et que ces modules sont intégrables dans un autre cours en quelques clics. Je vous montre un exemple. Là, je suis dans Play pour la scénarisation. Donc, je suis sur la plateforme Cost Networking. Je clique sur ce bouton, importer des tâches. Voilà. Je vais sélectionner un cours. Je prends DIMPA français. Voilà. Et par exemple, organiser son projet. Voilà. Et je ne veux pas importer le contenu, les billets, etc., créés par les concepteurs ou par les apprenants du cours. Par contre, je voudrais importer les éléments du cahier de notes. Pourquoi? Parce que ça va, pour les quiz, par exemple, ça va importer non seulement les quiz, mais aussi le système de notation des quiz dans le cahier de notes du cours. Donc, je vais cliquer pour importer une tâche. OK, on va garder le nom. Voilà. Hop, ça y est, c'est fait. Donc, si je regarde ici, j'ai maintenant, dans le fond, organisé son projet. Donc, en quelques clics, j'ai repris tout le module organiser son projet. Ici, maintenant, je n'ai pas envie de garder ce quiz. Eh bien, je peux très bien l'enlever. Voilà, effacer la sous-tâche. Je vais effacer tout ceci. Voilà, c'est parti. Et si, par exemple, je ne veux reprendre qu'une seule des tâches de ce cours, celle-ci, par exemple, eh bien, je vais me dire, voilà, déplacer la sous-tâche. Voilà. Je vais prendre recherche et je vais la déplacer sur séquence courte. Voilà. Si maintenant je vais dans la section séquence courte, voilà, recherche, c'est ce que je viens de déplacer. Donc en quelques clics, c'est aussi un des, comment dire, un des intérêts de ce dont on parlait tout à l'heure, donc le micro-learning et la création de cours modulaires, c'est que ça fonctionne comme des Lego. Et vous savez bien que les boîtes Lego, une fois que vous avez commencé à créer des petits modules, ces petits modules, vous pouvez les récupérer, les remettre dans une autre construction, etc. C'est exactement la même chose ici. Et comme on est dans le numérique, mais tout est copiable très facilement. Et donc, c'est un des conseils que je donne toujours aux enseignants avec lesquels je donne le travail, c'est surtout garder tout. N'effacez jamais quand vous créez des modules, etc. Bon, là, je suis en train d'effacer, vous avez dit, mais il est en train d'effacer quelque chose. Oui, mais ce que je suis en train d'effacer, c'est la copie, ce n'est pas l'original. Donc, voilà, ça y est. Et donc, gardez tout ce que vous faites, parce que créer des nouvelles ressources, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire comme certains mauvais profs qui donnent le même cours depuis 15 ans et qui ne le renouvellent jamais. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que vous avez construit, si vous le construisez de façon modulaire, vous pouvez le récupérer, vous pouvez en récupérer les morceaux et reconstruire de nouvelles formations. Il y a des choses que vous devrez mettre à jour, mais il y a des choses qui seront utiles. Je pense que tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, l'agence Erasmus nous demande de garder tout ça pendant 5 ans. Je pense que dans 5 ans, tout ça sera complètement dépassé. Par contre, l'IPOP 3, Karine, dis-moi en moins si je dis une bêtise, mais je crois qu'il s'installe pour un moment. Et qu'on ne verra pas. On sera passé en IPOP 4, mais ce n'est pas très grave. Ce sera oui, mais ce que je veux dire, c'est toujours dans la même continuité. C'est pas comme un des problèmes qu'on a eu pendant la création du MOOC, c'est que certaines applications avec lesquelles on a commencé ont disparu. Les producteurs ont simplement arrêté. Et donc, on avait, le Gopsicum, je me souviens, avait commencé toute une série de travaux avec une application de réalité virtuelle. Et au bout de 6 mois, l'application était simplement arrêtée par son producteur. Et nous, on a eu la même chose. Moi, j'ai commencé à faire des visites virtuelles avec le système de Google. Et puis, c'était installé sur le MOOC depuis un jour. Je reçois un email de Google qui me prévient qu'à partir de juin 2021, c'est terminé. On arrête tout. Ben, super. Donc, bon, là, on les a quand même laissés en se disant, mais au moins les gens verront à quoi ça ressemblait. Mais c'est vrai que c'est frustrant. Il faut toujours travailler avec effectivement cette idée que tout ça a parfois une vie très courte. C'est un monde qui évolue très, très rapidement. Ça veut dire aussi qu'il faut se former en permanence. Sinon, si on ne se forme pas pendant quelques mois, on est très vite dépassé. Il faut manipuler tout ça régulièrement, sinon on oublie très vite aussi comment fonctionne une application, comment fonctionne le matériel. Mais l'avantage aussi, c'est que beaucoup de choses sont réutilisables sans beaucoup d'efforts.
Alors, dans les ressources, je vais parler de morceaux de MOOC. Alors, tout ça peut être aussi copié dans un autre LMS. Si vous utilisez un autre LMS, vous pouvez aussi recopier des portions de texte, etc. Les vidéos sont sur les chaînes vidéo YouTube du projet DIMPA, donc là, vous pouvez les récupérer. Et puis, vous allez voir qu'il y a aussi des présentations de Genially, qu'il y a des Padlets, etc. Et même chose, ici, on a fait, par exemple, un Padlet projet DIMPA. Et il y a des profs, j'ai donné aussi le Padlet dans certains cours que j'ai donnés en Belgique. Et il y a certains profs qui ont collaboré aussi. Donc, tout ceci, ce sont des ressources ouvertes. Ça veut dire que vous pouvez venir ajouter vos propres ressources dans ce Padlet, mais vous pouvez aussi cloner. Vous voyez ici une commande cloner. Bien, si vous cliquez dessus, ça va faire un clone complet de ce Padlet et vous pouvez le conserver. Et ce Padlet, je continue à l'alimenter. Il y a d'autres personnes d'ailleurs qui continuent à l'alimenter. Il y avait un autre Padlet qui est un glossaire numérique collaboratif. Et même chose, je vois que mon ami Adeline Isaac est venu mettre une notice sur les escape games. Donc, ce sont aussi des ressources collaboratives. Ce sont des ressources qui sont elles aussi publiées sous licence, sous licence Creative Commons. Donc, ça veut dire que tout ça, vous pouvez les récupérer à la seule condition, comme je le disais tout à l'heure, de citer le nom du MOOCD, c'est de remettre un lien qui renvoie vers le producteur initial, c'est-à-dire nous. Mais sinon, vous pouvez effectivement réutiliser. Donc, pour le MOOCD, on avait déjà procédé de la sorte. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont récupéré certaines choses dans leur association, leur école, etc. Et donc, je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous dire, pillez-nous, copiez-nous, reprenez. Plus vous les utiliserez, plus on sera heureux parce qu'on aura travaillé pour quelque chose et pour quelqu'un. Et dans le guide, vous verrez que dans la dernière page du guide, il y a un lien qui renvoie vers un questionnaire où on vous demande, tiens, si vous avez utilisé une ou plusieurs de nos ressources, faites-nous un petit retour, dites-nous, tiens, j'ai utilisé tel type de ressources pour tel type de projet, est-ce que ça a fonctionné ou pas, est-ce que c'était intéressant ou est-ce que finalement c'est tombé à plat. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça nous ferait plaisir de savoir, si vous utilisez certaines de nos ressources, ça nous ferait plaisir aussi à nous de savoir, tiens, voilà ce qu'on en a fait, quel public on a touché, etc. Et à la fin du MOOC, donc le MOOC se termine dimanche, ça termine officiellement dimanche, mais en fait, toutes les ressources sont là pour 5 ans, à la fois sur le MOOC et sur notre site web, donc servez-vous et faites des heureux avec ce qu'on a fabriqué pendant ces 27 mois. Nous, on sera très heureux aussi. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc j'aimerais que maintenant vous vous exprimiez, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Qu'est-ce qu'ils sont calmes aujourd'hui? Non, pas de questions? Alors, ce que je vous propose, c'est que de toute façon, après ce webinaire, moi, je vais vous envoyer à toutes les personnes inscrites un email avec les liens vers les ressources, vers le site web. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si à un moment donné, parce que une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que, j'en ai parlé très, très succinctement, c'est que vous pouvez récupérer la totalité du MOOC et le traduire dans une autre langue. Par exemple, si vous faites un autre partenariat européen, il n'y a aucun problème si vous contactez simplement un des administrateurs via le site web et on voit ensemble comment on peut vous aider à faire le transfert de tous les contenus et la traduction. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait quelques personnes qui venaient de l'association italienne tout à l'heure. Donc, dans le MOOC 10, on avait une traduction en italien. Ici, on a une traduction en espagnol. Donc, si vous avez envie de récupérer le MOOC et de le traduire en italien et de l'animer en Italie, aucun problème non plus. Donc, OK. Donc, pas de questions, sans regret. Alors, je vais vous laisser retourner vaquer à vos occupations. Et puis, bon appétit pour ceux qui vont se mettre à table. Merci d'avoir été là. Et puis, à très bientôt, peut-être pour un autre projet européen. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis, bonne journée pour les Canadiens qui nous écoutent aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Bonne soirée.